Merci de votre fidélité à ce magazine Kiosque Eco. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce numéro qui vous permet de revoir l'évolution de l'actualité économique qui a marqué la semaine en République démocratique du Congo. Nous allons analyser avec des invités. Sur ce plateau, nous parlerons de 4 sujets au total. Nous avons prévu revenir sur cette nomination au niveau de l'inspection générale des finances avec une nouvelle tête qui vient de faire son entrée. Nous parlerons également de l'Assemblée des printemps avec les retombées pour la République démocratique du Congo. Autre chose, ça sera le maintien de la note B3, la RDC, cotée en bonne posture. Et on va se quitter avec ce sujet sur l'interdiction de produits certains, d'importer certains produits en République démocratique du Congo. J'ai annoncé que je ne suis pas seul. Nous allons donc donner la parole à mes différents invités. Bienvenue Bakoumania, bienvenue. Merci Guy Chungu. Ben voilà, Jules Alinghetti, on comprend que c'est déjà le mood de la première thématique. Okay. Et ça s'annonce, ça se comprend. Eric Izani, bienvenue. Merci. Un plaisir de vous retrouver, ça fait un bon moment. Il est partagé. Ouais. Et on va prendre également Bwana Lidiedoné, qui est parti depuis un temps. Bienvenue à vous. Merci pour l'invitation et je suis là. Et enfin, le plus fidèle des fidèles, on doit le dire, c'est donc notre invité du jour, encore, qui rejoint les 4. Il s'appelle Serge Nseka, bienvenue. Merci. Alors, on démarre, bienvenue, avec cette nouvelle tête qui vient de prendre fonction au niveau de l'inspection générale des finances. On dit que Jules Alinghetti a fait son temps, une nouvelle personne, mais quand même, il y a une autre, je dirais, question qui se soulève, la culture de protection des champions. Est-ce qu'il était nécessaire de faire partir un champion? Ah ben écoutez, les champions, vous citez Jules Alinghetti, il y en a plein. Il y a eu également Adolphe Muzito, qui a pu donner au pays le point d'achèvement de l'initiative PPTE, c'est un champion. Nous avons également connu dans ce pays Matata Pogno, qui a stabilisé le cadre macroéconomique pendant une longue période. En tout cas, c'était aussi un champion. Ben, on a connu aussi Nicolas Kazadi, qui nous a amené, avec qui on a achevé un programme du Fonds monétaire international 64 ans après l'indépendance. C'est aussi un champion. Ben, les affaires de l'État, c'est un mandat. Vous avez fait votre temps, vous partez. Et moi, je suis étonné par les débats que je vois sur les réseaux sociaux. Jules Alinghetti est parti trop tôt, il n'avait que 61 ans. Ben, écoutez, ce monsieur, il est arrivé à l'IGF à 25 ans. À 25 ans. Et il a travaillé pendant 36, 37 ans. Qui ne vous dit pas que c'est lui-même qui a même sollicité d'aller se reposer? Moi, j'ai échangé régulièrement avec lui. C'est quelqu'un qui croit à ce qu'il faisait. C'est quelqu'un qui était déterminé à aller jusqu'au bout de la logique du travail qui lui était donné. Et il a fait son temps. Le moment était venu pour lui d'aller se reposer. Et aujourd'hui, il se repose. Moi, je pense même que ce débat-là, je pense que, connaissant Jules Alinghetti, il est en train de rigoler. Puisque vous parlez du débat sur les réseaux sociaux, il y a quand même toujours sur ce réseau certaines personnes qui commentent ce départ comme étant un malaise entre Jules Alinghetti et la présidence de la République. Non, laissez-moi finir quand même avec les deux qui viennent d'arriver. On va revenir à ça. On va présenter le portrait de ceux qui viennent d'arriver. Parlons d'abord de Jules Alinghetti, de son départ. Et je viens de poser une pique, votre réaction. Oui, justement, merci pour la question. Mais mon aîné qui est intervenu en premier a dit qu'il était là depuis 25 ans. Mais il faut quand même dire que le prouesse réalisé, quand il avait lu l'âge de 25 ans. Oui, ok. Ouais. Et puis après, le prouesse réalisé pendant son exercice sont arrivés beaucoup plus tard. Nous autres n'étions peut-être pas encore très actifs quand lui commençait avec le travail. Donc pour moi, ça laissait un peu un goût d'inachevé par rapport à tout ce qu'il a quand même pu produire. Je ne sais pas, c'est lui qui vient, bonne chance à lui. Tous, nous devions toujours participer à pouvoir faire en sorte que les choses aillent pour le mieux. Mais il y a quand même un petit regret parce que je dirais que Jules Alinghetti a le mérite d'avoir redonné les lettres de noblesse à cet instrument qui avait été instauré sous le maréchal Mobutu en 87. À l'époque, c'était le vieux Kiakwama Kiakiziki et compagnie qui étaient là. Mais bon, quand même...
Historiquement, Kiakwama n'a pas été à l'IGF. Non, il n'a pas été à l'IGF, mais il était dans les sérails de l'économie et tout ça. J'imagine simplement que c'était des gens qui étaient proches du président quand l'ont créé. Pour l'installation de l'inspection. Oui, justement. Oui. Alors, voilà, ils s'en vont. Et c'est l'un des rares qui quittera et qui passera de bons moments comme une retraite, je dirais, dorée. Bon vent à celui qui arrive. Bon vent à celui qui arrive. Alors, c'est en plus que ça vous fait un tout petit peu rire. Comment vous avez apprécié ces changements à la tête de l'inspection générale? Je me place dans la perspective de lire le parcours de l'homme à Linguété, que moi je connais, que j'ai connu personnellement, dont l'ascension peut être en tout cas retrouvée dans les annales de finances et d'inspection, de contrôle dans notre pays. Et malheureusement, je suis en train de subodorer la mauvaise habitude que nous avons de considérer toute personne qui a des charges de l'État comme un voleur. Il y a des présomptions négatives. Je pense que Jules Linguété doit faire école. Il a eu le courage que nombreux n'ont pas eu. Et il a refusé la compromission. Il y a des gens qui pourront me contredire avec des arguments. C'est parmi les rares qui ont résisté à la corruption. À eux, mais c'est quelqu'un qui ne s'est pas caché dans sa gestion. Quelqu'un qui s'est montré. Et que Jules Linguété doit se situer dans la continuité. La continuité, bienvenue, venez de citer les noms des champions. Mais si vous voyez tout le nom qu'il a cité, entre eux, il n'y a pas eu de traits de conjonction. Il n'y a pas eu de conjonction. Celui qui arrive voulait recréer il n'y a pas eu de continuité. Un exemple, Matata nous a laissé Avenue Tchachi, Parc, Place des Évolués, Gare Centrale. Allez-y voir aujourd'hui. C'est-à-dire, le fait nous montre que protéger les acquis, ce n'est qu'un slogan. Moi, j'aimerais que les gens prennent celui qui arrive, bien entendu, prennent là où Linguété s'est arrêté et qu'il continue. Parce que sans contrôle, nous sommes toujours des champions des détournements. Nous sommes toujours mal classés. Je ne sais pas par quelle magie on continue à bien nous classer, mais à entendre la dernière sortie de l'ancien ministre des Finances, mais on se dit, est-ce qu'on a honte? Il y a des choses qu'on ne devait pas nous dire sous cap, qu'on le dise en famille, que de dire des choses qui pourraient être interprétées, qui le sont déjà, même si dans son intention, je le dis avec toute objectivité, n'était pas des salir, mais ça y ressemble pleinement. Donc je me dis, Jules Linguété peut se reposer, mais on n'aimerait pas aussi voir par la suite des attaques, des procès, pour dire que ce monsieur-là, donc à la fin, on n'aura personne qui aura travaillé dans ces pays et qui sera en paix. Linguété a mené une lutte contre les malfrats, contre les voyous. Vous voulez parler des Matata Pognon? J'aimerais que ceux qui méritent de la République soient protégés après leur mandat, pas seulement les chefs de l'État. Je ne demande pas un statut spécial pour les hauts fonctionnaires, mais je me dis on doit instituer une tradition de protéger ceux qui méritent de la République. Jules Linguété est exposé, s'il ne joue pas de protection aujourd'hui, ce qu'il a embêté hier, parce qu'il s'agit de l'argent, et l'argent c'est les nerfs de la guerre, il pourra payer ça dans sa chair, très bien. Alors, dans sa famille. Je finis en disant, je ne plaide pas pour... je n'ai pas été parmi on sent que c'est quelqu'un qui parle pour un collaborateur. Non, je ne suis pas dans la liste, je ne marche pas dans la liste des journalistes payés par l'IGF, okay. Je le dis, mais j'ai l'objectivité de reconnaître le travail qu'il a fait. Très bien. Dans le sens même de l'épouvantail, quoi. Il a fait peur à nombreux et puis il a sauvé quelqu'un. J'ai rebondi sur ça justement pour formuler ma question adressée à vous, Bwana Ali. Serge parle plutôt d'une continuation dans la façon de faire, puisqu'à Linguété doit créer une école selon lui, et celui qui arrive doit suivre, emboîter le pas. Entre-temps, il y a une réalité à ne pas ignorer. Linguété était considéré comme un monstre marin froid qui faisait peur pratiquement partout où il partait, les mandataires. Vous connaissez la petite histoire. Est-ce qu'il faudrait garder cette même stratégie des terreurs pour celui qui arrive? Oui, je le pense.
Gilles le côté Alinguet gendarme un peu plus accentué. Gilles Alinguet Kei, c'était le gendarme financier de la République démocratique du Congo, le monsieur anti-coulage des recettes publiques, le monsieur anti-détournement, monsieur anti-concussion. Jamais dans l'histoire de l'inspection générale des finances, cette institution n'a connu des années glorieuses comme celle que nous avons vécue. Jamais, vous dites? Oui, jamais, depuis 5 ans. Est-ce que vous avez connu une toute puissante inspection générale des finances avant 2020? Je ne pense pas. Il est arrivé en 2020, il a fait 5 ans, il a 61 ans. Et mes estimés confrères qui m'ont précédé et l'ont dit, il est parti à la retraite. La loi est dure, mais c'est la loi. La loi congolaise, surtout la législation du travail, dit que lorsque vous avez totalisé 65 ans d'âge pour un homme, vous allez en retraite. Vous êtes une femme, vous atteignez 60 ans, vous allez en retraite. Mais il y a une exception. Lorsque vous avez totalisé 30 années d'activité dans une même institution, même si vous êtes arrivé à 18 ans, vous totalisez 48 ans, même si la clameur publique dit que vous êtes encore jeune, il peut continuer à exercer son mandat, il peut continuer à gérer la toute-puissante IGF, mais on doit appliquer la loi. S'il n'a pas été remplacé après avoir totalisé 30 ans et des loyaux services rendus à la nation, c'est peut-être, je n'entre pas dans les pouvoirs discrétionnaires du chef de l'État, peut-être que le Félix Tshisekedi était en train de se rechercher, de se trouver un homme en interne ou en dehors qui pouvait porter les galons de Gilles Alinguet et récupérer les flambeaux et continuer ces combats, voire même les booster, l'intensifier parce que les voleurs sont nombreux. Comme avait dit quelqu'un, chanté un jour, Bando Gibasilina nous. Très bien. Alors, bienvenue, on revient à vous, puisque vous étiez impatient de finir vos propos. Parlons de ce nouveau qui a pris d'ailleurs le fauteuil. Quels sont les grands défis face auxquels il sera buté? Écoutez, Jules Alinguet a mis la barre très haut. Donc, il a haussé la barre à un niveau tel qu'aujourd'hui, si son successeur, Bita 6 mois, n'arrive pas à prendre le bâton. Qui est un fils maison, oui, j'imagine. Il n'est pas arrivé de manière fortuite. Il n'est pas parvenu, ancien secrétaire général au ministère des Finances, de l'Industrie aussi. C'est quelqu'un qui connaît les méandres des finances publiques et c'est quelqu'un qui connaît les coins où il y a beaucoup de fraude. Donc, et qui peut incarner la fonction. Oui. Êtes-vous sûr? Peut-être, oui, il va incarner la fonction, ça c'est sûr. C'est aussi un doctorat, un docteur en économie. Sur le plan de la qualification, il n'y a pas match, quoi. Mais sur le plan du travail, je disais tout à l'heure, Alinguet a mis les choses à un niveau très élevé parce qu'il y avait également la dimension médiatisation. Est-ce que le nouveau IGF aurait également un penchant d'une médiatisation tous azimuts? Je ne sais pas. Mais je connais par contre son adjoint, Emmanuel Tshibungu, le pasteur, qui est un ami de l'homme. Les gens lui ont reproché d'être dans cette surmédiatisation. Bon, écoutez, est-ce que le nouveau... Ça lui a créé également de problèmes. Est-ce qu'il faut que le nouveau emboîte le pas? Non, je pense que nécessaire le nouveau n'est pas dans ce style-là. Ouais. Et connaissant, je connaissais parfaitement son adjoint, Emmanuel Tshibungu. C'est quelqu'un qui est très posé, très réservé, et je pense que les shows médiatiques qu'on a connus avec Alinguet, ça risque de nous manquer. Mais est-ce que ça va desservir l'IGF? Je ne sais pas. Hein, est-ce que c'est nécessaire pour vous, les shows médiatiques? Ben oui, c'était nécessaire pour faire peur. Hein, justement, c'était très nécessaire pour faire peur. Et même c'est ce qui a fait la force de Jules. C'est dans les médias. Hein, c'est ce qui a fait sa force. C'est qu'il le faisait connaître. Et du coup, les Congolais maintenant ont su que dans ce pays, on a commencé à parler des détournements. C'est parce qu'il a pris le courage, et je suis sûr que c'est avec l'autorisation du chef de l'État, d'en parler dans les médias, parce que s'il n'avait pas cette autorisation, il ne l'aurait pas fait. Et il en parle dans les médias, et les Congolais s'approprient maintenant la lutte contre la corruption
par le fait que c'était surmédiatisé. Est-ce que le nouveau ne va pas le faire? S'il ne le fait pas, il sera jugé par les Congolais. Justement, c'est ça le problème, c'est ça le piège. Il sera jugé négativement par les Congolais de ne pas faire assez, même si peut-être il fera plus que Jules Alinguété. Et aujourd'hui, avec l'arrivée du parquet financier, je pense que les choses vont aller différemment et que l'inspection générale des finances va être beaucoup moins sous le feu de l'actualité, beaucoup moins devant les médias et que le parquet financier va prendre le relais. Très bien. Défi pour le nouveau. Justement. Or, si jamais le parquet financier créé au niveau de l'ANER prend la relève, sans que ça soit véritablement médiatisé, on tombera dans une forme de déficit. Parce que nous sommes venus d'une culture où il y avait trop de secrets, trop des intouchables. Or, avec Gilles Alinguété, l'aîné a dit, la surmédiatisation avait aussi un effet de pouvoir faire peur. On parle du nouveau, justement. Nous, en communication, on nous a toujours dit bien faire et le faire savoir avec Evely. Et Gilles Alinguété était dans cette approche-là. Et déjà que lui était de ceux qui disaient, prenez même ces exemples exploités, il dit, le voleur qui vole une poule dans le quartier a la même attitude que celui qui vient dilapider 500 millions de dollars américains dans un projet éléphant blanc. C'est-à-dire, pour lui, il ne s'agissait seulement pas de mettre du doigt là où on vole, mais encore faut-il que la communauté les sache comme pour Quels sont les défis pour le nouveau? Le défi, c'est de maintenir d'abord le cap. Que l'on puisse traquer tout celui qui vole. Voyez-vous, déjà avec l'IGF, il avait pointé un aspect très important, à mon avis, c'est celui de faire visiter à nos petits-enfants, tout petits, les vraies valeurs à protéger. Déjà, quand il dit à la petite fille qui vient, il ne faudrait pas voler, surtout pas à l'école, ni non plus en famille. Déjà, devenue grande, celle-là, quand elle aura des enfants, elle va aussi répertorier les mêmes valeurs. Et je crois que si ça c'est ancré dans la société, moins on aura à faire face à des voleurs. Parce que chez nous, il faut quand même dire qu'il y a des voleurs à grande échelle qui prennent tout pour eux seuls. Et Albert Camus disait qu'il était honteux de vivre seul, heureux. Très bien. Alors, moi je me... Le bonheur, allez-y dire, il n'est bonheur que quand il est partagé. Et Gilles Alinguété était de ceux-là, il a encouragé pour que... Oui, sincèrement. Très bien. Il y a quand même un aspect... C'est-à-dire, ne volez pas les deniers qui ne se dit pas... L'argent consacré pour la... Pardon, excusez-moi. Allez-y. L'argent consacré, par exemple, à l'édification d'une école. Vous ne pouvez pas voler cet argent. Parce que cet argent permettra à nos enfants d'aller apprendre les valeurs positives qui vont les aider à pouvoir se hisser à l'étape des responsables. Victor Hugo, un auteur qui mérite d'être lu, s'il te plaît. Les Misérables 1, 2, 3, il dit, quand on ouvre une école, c'est une prison que l'on ferme. Mais chez nous, on a ouvert des écoles, les gens sont allés apprendre de valeurs positives, mais lorsqu'ils sont arrivés dans les affaires, dans des fonctions, ils ont commencé à puiser. Vous avez vu les révélations récentes de Nicolas Kazani. Voilà. Très bien. Alors, il y a quand même certains observateurs qui disent que la presse, j'aimerais qu'on parle aussi de cette presse qui a accompagné l'IGF. D'abord, la question, quelle presse pour accompagner l'inspection générale des finances Nouveau Vent ou phase 2, on doit le dire ainsi, parce que cette presse a accompagné Gilles Alinguété en le plongeant également dans une sorte de polémique. Je parlais de la continuité, j'ai demandé la continuité dans les objectifs, dans la méthodologie, parce que le travail de l'inspection des finances, c'est de contrôler, de veiller à ce que le bien de l'État soit bien géré, des finances publiques, allais-je dire. Mais il faut concéder que chacun arrive avec son style. Pour Jules Alinguété, à un certain moment, il a fallu faire de la pédagogie pour faire connaître, bienvenue l'a dit, faire connaître la structure, faire connaître l'IGF, remémorer cela dans le cerveau collectif, quoi, que tout le monde sache qu'il en existe. Mais certains trouvaient qu'il est allé très loin parce que jusqu'à dernièrement, jusqu'à inviter des gourous, et puis, dans cette guerre médiatico-politico, on a chargé, une certaine opinion a chargé Alinguété d'instrumentaliser la presse. Moi, j'ai dit, je connais Alinguété, sociologiquement, c'est un monsieur très généreux. Depuis de longues années, d'ailleurs, je peux témoigner. Et si Alinguété, de son propre chef, de manière personnelle, vient en aide à l'un ou l'autre journaliste, parce que, disons-le, mais ça, c'est un métier ingrat. Un métier qui ne nourrit pas son âme. Ceux qui vivent, c'est ceux qui sont dans je parle des journalistes, dans des institutions, à la présidence, à l'Assemblée nationale, dans des cabinets politiques. Ils gagnent quoi, un journaliste? Si quelqu'un peut aider à enterrer une maman, un papa, et sauver un frère malade,
est-ce que cela vendre? Quelle presse? Les débats existent. C'est très parce que là il y Quelle va. presse pour accompagner l'inspection générale de finances? S'il te plaît, il faut laver l'honneur du journaliste que tu es. On a été entraîné dans la boue. Alinguete, s'il a fait des choses, mais pourquoi les autres ne le font pas? Certains les font, mais dans la tribu, dans les journalistes qui parlent leur langue. Leurs cousins, ça existe ici, on voit ça. Allez-y dans les cabinets politiques, vous verrez qui sont là par rapport au ministre. Celui qui arrive, certainement, viendra avec son style, qui ne sera peut-être pas aussi éclatant que le style Alinguete, mais j'aimerais qu'on lui accorde des faveurs positives dans ce sens qu'il va venir pour faire le travail des contrôles. Tout ce qui va avec. Ça ne sera pas la même chose parce que le contexte aura changé. Il y aura les parquets financiers, il y a les services au niveau de l'ANER pour le renseignement. C'est-à-dire que ça sera plutôt au parquet, au magistrat. Parce qu'à l'INCA, on dit, il y a eu quand même des écueils. À Alinguete Arokanga, même dans la communication. Alinguete Akangarate, l'inspection n'arrête pas. L'inspection fait des enquêtes, il transmet au juge. Au parquet. Au parquet, c'est le magistrat qui arrête. Donc, arranger certaines phrases, le narratif en ce qui concerne la communication, mais laisser au monsieur qui arrive au niveau IGF le temps de s'exprimer et pas toujours le comparer, parce que le comparer à Alinguete serait les tuer avant même qu'il commence son Très bien, je reste quand même sur ma soif, puisque la question est restée pendante. On va prendre notre deuxième sujet, à moins que... Ah bah oui, j'avais un mot. Ah bah oui, J'avais un mot également. ah bon, oui. On a fait le tour de table, on va pas s'attarder sur ce sujet. Mais alors le mot doit ramasser aussi ma question, en principe. J'avais un mot. Vous avez dit les défis. Il ne faut pas que la prochaine IGF quitte son terrain de contrôle pour celui du bureau de consultance. Parce qu'à un moment donné, on a senti certains mandataires publics commencer à appeler l'IGF à venir donner, par exemple, les faits verts pour certains actes de gestion, pour créer une diversion. Des contrôles a priori et a posteriori. Et puis nous voulons assez que, comme défi, que le travail fait par l'IGF soit parachevé. L'IGF, comme nous l'avons dit, constate les faits de détournement, mais ce n'est pas les juges. L'inspecteur en chef n'est pas le juge. Ce n'est pas lui qui condamne. D'où la nécessité du parquet financier. Nous en appelons la création du parquet financier. Et surtout que d'autres services de l'État, comme la Cour des comptes, se réveillent aussi, emboîtent les pas aussi de l'IGF. Parce que, pourquoi nous le disons? Le contrôle qui est fait, c'est au niveau national et un peu au niveau provincial. Mais vous allez constater, nous avons des entités territoriales décentralisées. Dans le secteur minier, par exemple, il y a les fonds issus de la redevance minière qui est rétrocédé ou octroyé à ces entités minières-là, aux ETD. Mais dans beaucoup de ETD, ces fonds-là sont mal gérés. Il faut que l'IGF puisse mettre aussi son nez là-bas. Les contrôles doivent aller jusqu'aux entités locales. Très bien. Alors, on va quand même vous accorder quelques secondes. Oui, en 30 secondes. Mais ça fait quand même de trop, reconnaissez-le. Ce que je vais demander au prochain inspecteur général, chef de service, c'est quelle presse? Il faut une presse responsable. Voilà. Il faut quitter la presse à sensation et la presse à polémique. Ce sont des dossiers hautement techniques et sensibles. Et ça peut mettre le feu aux poudres. Il y a des choses que, bon, je ne juge pas mes confrères parce qu'ils font très bien leur travail. Ils ont très bien fait leur travail, mais les dossiers économiques, ce sont des dossiers, on les traite de manière posée. Pondérée. Pondérée, oui, voilà, le terme que je cherchais. Ce sont des manière pondérée. Oui. Il faut avancer avec des chiffres, il faut avancer avec des théories économiques, il faut avancer avec le contexte. Il ne faut pas isoler les choses et les présenter politiquement. C'est ce qui a... pour moi, c'est un peu cette tache noire que je peux trouver dans ce qui était dans la communication. Très bien. Alors, je crois que l'homme tombe bien parce qu'il est aussi pondéré, il s'y connaît, il était secrétaire général aux finances, ce n'est pas rien. Et là-bas, quand on est déjà au niveau du secrétariat général d'un ministère, ça veut dire que vous devenez même le gardien du temple. C'est-à-dire que vous connaissez les rouages. Et il faudrait simplement que nous, à notre niveau de la presse, nous puissions, avec responsabilité, l'accompagner
au bénéfice de la République pour que nous puissions faire éclater la vérité. Mais le souci que les amis ont relevé ici reste pendant. Le souci, c'est lequel? C'est que chaque maillon de la chaîne devra apporter sa petite contribution pour que nous puissions avoir la vérité. Parce que l'IGF peut beau travailler, mais si au niveau du parquet, on n'arrête pas celui qui fait la malversation, on va toujours tourner en rond. Voilà. Justement, à la suite de ce que les confrères ont dit, le nouveau IGF qui arrive doit... Monsieur Bitassi. Il doit... pour sa communication, c'était ça la question. Voilà, enfin. Pencher sur des spécialistes. Ouais. Il y a Kiosque Écho, il y a des structures, il y a une presse technique qui peut bien comprendre et relayer l'information. Analyser, comprendre, mais tout à fait, tout à fait. Les experts, moi je pense que ça a un peu manqué. Hein. Je dis avec... Quelques minutes de lobby, vous avez le champ libre, allez-y. Regardez la caméra et faites-le bien. Même, je m'adresse à M. Ligef. Allez-y, vous avez tout notre soutien. Ouais. Mais je suis en train de dire qu'il y a Kiosque Écho, il y a des magazines, des publications qui ont Journal de la ville, qui ont des desks économiques. Appuyez-vous sur des spécialistes. C'est parce qu'auparavant, c'était... il fallait faire la vulgarisation, il fallait faire de la pédagogie, mais maintenant, on doit rentrer dans le vif des sujets, parce qu'on ne doit pas rester sur des présomptions. Non. Je crois que même la justice, même l'IGF, même le journaliste ont la responsabilité de respecter la présomption du... Très bien. Alors, on va quand même... de vous accompagner de manière directe, quoi. Donc, si vous pouvez entendre ça, ça serait une très bonne... Très bien. On imagine. On ose croire qu'il a compris. Et nous allons déjà prendre notre deuxième sujet. Nous allons nous permettre de faire une retro du séjour du ministre de Finances aux États-Unis d'Amérique. On parle de l'Assemblée du printemps avec les retombées pour la République démocratique du Congo. On doit quand même dire que c'est un ministre parmi les rares qui est au front. Ah oui, absolument. Qui se bat. Absolument. Doudou, le ministre Doudou Fwamba, ce jeune ministre des Finances, est en train de réaliser des choses qui, ma foi, me rappellent certains autres ministres des Finances qui sont passés dans ce pays. Il a réussi à se démarquer de son prédécesseur, pensez-vous? Non, je ne le compare pas à son prédécesseur. C'est pas une comparaison, c'est une appréciation. Tout à l'heure, j'ai dit que Nicolas était un champion. Ouais. Hein, je ne veux pas me dédire, parce que, mais j'ai dit que Doudou Fwamba est sur la bonne voie. Et il a discuté avec les institutions de Bretton Woods et nous avons un défi, c'est le nouveau programme avec le Fonds monétaire international qui va nous permettre d'engranger comme ça 1,9 milliard de dollars américains. C'est en menant des réformes. Et Doudou Fwamba a proposé plusieurs réformes. Et je l'ai même suivi il n'y a pas longtemps, en train de défendre encore d'autres réformes qui vont permettre à ce que la mobilisation de recettes puisse s'accroître. Mais moi, j'insiste toujours au niveau des affectations. Il faut que les affectations soient opérées de manière efficiente. Hein, il faut que lorsqu'ils font le plan de trésorerie avec la première ministre et les autres composantes économiques du gouvernement, qu'ils puissent voir les secteurs productifs. On ne doit pas toujours avoir des dépenses de consommation, c'est vrai que la consommation permet de pousser à ce qu'on puisse avoir également en face l'offre, mais c'est vrai aussi que les bonnes affectations permettraient à ce qu'on puisse avoir une bonne assiette et qu'on puisse prélever des bonnes taxes. Très bien. Alors, Bonali, on parle des retombées, c'est bien beau. Qu'est-ce que la RDC gagne ou a pu gagner de ce séjour aux États-Unis? Bon, d'abord, je vais rappeler que être ministre des Finances d'un pays, c'est être aussi le monsieur qui cherche l'argent, qui part aussi à la recherche de l'argent. Vous savez, pour reconstruire et construire notre pays, nous n'avons pas besoin seulement de la collecte des impôts et taxes, des réformes qui vont créer d'autres impôts, c'est bien. Mais nous avons besoin aussi des partenaires au développement, qui sont la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, en résumé les institutions de Bretton Woods. Nous avons besoin de la Banque africaine de développement, de la Banque arabe. Nous avons besoin aussi de la coopération bilatérale et multilatérale. Ce genre de coopération nous procure des fonds qui viennent compléter notre budget parce que nous avons certes un pays riche,
Mais en termes de richesses réelles, nous sommes pauvres. Les besoins du pays sont tellement immenses, mais les ressources ne suivent pas. Les retombées, parlons-en. Ne suivent pas les rythmes de l'explosion démographique, les rythmes de la demande en termes de routes, des écoles, des hôpitaux, des universités. Nous ne suivons pas ces rythmes-là. Nos finances publiques ne suivent pas ces rythmes. Nous avons un budget en descente de nos besoins réels du pays pour financer notre développement. Déjà participer régulièrement aux assemblées des printemps, des éditions de Bretton Woods, c'est une bonne chose. Mon aîné, mon estimé confrère, les DG, l'a dit tout à l'heure, Doudou Famba, il est sur la bonne voie. Moi, je vois plutôt continuité dans la rupture. Nous ne disons pas qu'il a fait table rase de ce qui a été fait de bien par son prédécesseur Nicolas Kazadi, mais nous disons qu'il est en train d'innover. Par exemple, la facture numérisée, là, numérique, c'est une bonne chose parce qu'il y a beaucoup de contribuables qui échappent à la taxe sur la valeur ajoutée. Gilles Alinguet, avant de partir, parmi les legs... Vous nous ramenez en arrière. Voilà, parmi les legs, il a déniché plus de 10 000 contribuables qui ne payaient pas les impôts et taxes. Des entreprises qui déclaraient que nous sommes en faillite, on ne vend pas. Plus. 3 ans, 5 ans, 8 ans après, les mêmes entreprises continuent à produire, continuent à faire des affaires. Et l'inspection générale a constaté que non, ces entreprises-là doivent payer les impôts. Parce que si vous avez déclaré que vous êtes en faillite en 2008, comment 17 ans plus tard, en 2025, vous êtes toujours en activité? Donc vous volez l'État. Ce sont des pratiques rétrogrades que nous devons mettre fin. Et ça, là où il est parti, aux assemblées des printemps, on le lui a rappelé parce que pour avoir les 1,9 milliard de dollars de ces institutions, il y a des conditionnalités. Lutte contre la corruption, la bonne gouvernance, il faut appliquer des réformes. Ça, le gouvernement les fait si bien. Mais ce sont des promesses, attention. Quand on vous dit que vous aurez 1,9 milliard de dollars, automatiquement, ces fonds-là ne tombent pas dans vos écarcelles. Hein. Ça ne tombe pas dans les réserves affectés. Dans quel secteur, pour faire quoi? Il y a par exemple l'énergie. Moi, j'ai été séduit par les programmes portés dans son secteur des finances. Par exemple, lorsqu'on parle de 250 millions de dollars qui seront alloués pour la réhabilitation et modernisation de plusieurs turbines de la centrale hydroélectrique d'Inga. Bien que je dénonce le fait que nous sommes en train de réparer un monstre. C'est chaque exercice budgétaire. Beaucoup pensent qu'il faudrait plutôt se projeter vers la remise en service des petites unités de production. La réhabilitation de Inga sans retomber. Je me demande, nous qui sommes ici sur le plateau, qui a passé la nuit avec l'électricité dans sa maison? Je reviens maintenant sur le sujet. 250 millions de dollars pour des projets énergétiques, c'est beaucoup. Si cet argent est réellement destiné, qu'on ne se le partage pas, même 1 million de dollars, je pense que ça va améliorer la desserte électrique. J'aimerais que le J'ai été séduit aussi par les projets, j'ai terminé, j'ai chute. Avant de finir, il a amené les grands Inga 1 et Inga 8, aux deux partenaires, les FMI et la Banque mondiale. C'est une bonne chose. Aujourd'hui, l'Éthiopie nous a détrônés. Nous étions les pionniers avec une centrale électrique qui produisait 2500 MW. Mais aujourd'hui, Inga nous produit en deçà de 1000 MW. L'Éthiopie, avec les barrages La Renaissance, produit 4500 MW. Il y a risque que notre industrie minière, très consommatrice de l'énergie électrique, puisse importer de l'énergie électrique de l'Éthiopie. Ça sera la perte des devises. Très bien. Alors, avant que vous réagissiez sur Inga, parce que je sais que vous allez rebondir dessus, j'aimerais que le public qui nous suit comprend d'abord et avant tout, ce public, la ventilation de ce 1,9 milliard. Qu'est-ce qui est prévu en termes de répartition de ces ressources, affectation plutôt? En fait, dans le programme que nous avons, il y a deux types de programmes que nous avons avec le Fonds monétaire international, mais de manière globale, cela va
la protection de l'environnement, parce que nous sommes une ressource importante en ce qui concerne l'équilibre de l'écosystème, mais aussi le développement de l'énergie, dans le social, ce qui concerne, comment on dit, l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Donc, la gestion de tout cela ferait en sorte que nous soyons bien ou mal cotés, de manière à ce que nous continuions le programme. C'est-à-dire, quand on dit que nous avons obtenu la meilleure cote, je pense que c'est ça l'acquis. C'est ça l'acquis, parce qu'il y a 600 millions en prévision d'appui budgétaire qui doit arriver, mais qui doit être validé au fin mai ici. Il y a aussi 250 ou 270 millions pour Inga. Ce ne sont pas des acquis. Arrêtons de dormir sur nos lauriers pour nous encourager. J'ai dit tout à l'heure comment nous faisons pour convaincre Bretton Woods, parce qu'au même moment, nous tenons des discours du genre que nous sommes voleurs, il y a des spots qui passent vraiment le Congo bashing. Nous-mêmes, nous vendons mal notre pays. Au même moment, nous voulons lutter contre la corruption, mais nous vendons ces pays comme un pays ultra corrompu. Jamais, moi, je n'ai vu de spot pour encourager des gens qui ont bien fait. Moi, j'aimerais avoir un spot qui encourage Jules Linguete. Il y a dans les administrations ici, j'aimerais avoir un spot qui passerait à la chaîne nationale, qui encouragerait un enseignant qui a fait 40 ans. De personnalité. Non, je parle pas on retombe dedans. Je ne parle pas de culte. Encourager Jules Linguete. Parce que j'ai parlé de Jules Linguete. Je prends un enseignant qui enseigne à Epé Boutendele. 40 ans de service. Nous avons dans ce pays, je reviendrai au sujet, besoin des patrons. Vous voyez, en coupe et couture, coupe et couture, on a des patrons, c'est-à-dire des modèles qu'on pose sur des tissus, on dessine, et puis l'apprenant essaie de couper et de coudre. Nous n'avons pas des patrons comme le DG qui est là, chef, mais des patrons en termes des modèles. C'est ce qui manque. Et ce travail, l'IGF ne le ferait pas. Donc, pour revenir à ce qu'on disait, ici, nous avons besoin de gens, des modèles, des gens qui pourront être montrés, faire aussi une communication positive sur le success story du Congo. Success story du Congo. On a parlé, Boanali parle de secteur électrique. Mobutu prend le pouvoir en 65. En 68, il pose la première pierre de construction de Inga. Et en 72, 72, on a Inga 1. 10 ans après, à 82, on a Inga 2. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que c'était une bêtise? Les gens ont critiqué. Mais aujourd'hui, quand on parle business, quand on parle énergie, on cite Inga. Il y a 40 000 mètres. L'Éthiopie n'a rien à voir avec nous parce que nous avons 100 000 mégawatts, 40 000 emmagasinés à Inga, avec la possibilité de... Est-ce une priorité pour relancer, redonner vie au secteur énergétique? Est-ce une priorité de refaire avec Je pense Inga? Que c'est une priorité. Autant d'argent. C'est une priorité aujourd'hui si nous sommes prévoyants, parce que notre économie ne se reposera pas toujours sur le mine. Les mines s'épuisera. Mais si on a la capacité de vendre l'électricité partout, vous savez-vous qu'on a, lors de la Coupe du Monde en Afrique du Sud, nous avons vendu le courant en Afrique du Sud. Aujourd'hui, on en importe de la Zambie et du Congo-Brazza, les gens ne le savent pas. C'est-à-dire que nous avons régressé par rapport à notre potentiel. Mais pourquoi on est arrivé à ça, à Boanali? Il y a quand même une petite question. La relance de Inga, on n'en parle pas aujourd'hui. Et toutes les fois où on en a parlé, même les engagements pris par le gouvernement, ça n'a jamais abouti. Cette fois-ci encore, je vais vous répondre. Un montant important investi pour le même Inga. Est-ce que ça sera pas de l'argent jeté? La crainte même de Boanali, la maladie, s'appelle la table rase. Il y a le gouvernement qui arrivera, qui entamera des discussions avec des partenaires. Il y a des Chinois qui sont arrivés, il y a des Espagnols à un certain moment, il y a des Australiens. Et quand on arrive, on fait tabula rasa
on reprend, on essaie de recréer l'ampoule. La notion de la continuité, ceux qui ont été avant, et surtout qu'ici, ils étaient dans notre bord politique. On amène les débats dans ces... Et les pays n'avancent pas. Comment vous pouvez avoir un véhicule pendant 50 ans et qui ne subit pas d'entretien? C'est le cas d'Inga. On n'a jamais entretenu. C'est pas que le Inga soit un éléphant blanc. Mais et fiabilisation n'ont pas eu lieu. N'ont pas eu lieu. C'est-à-dire que nous avons l'énergie propre à Inga. Nous avons l'énergie propre à Inga. Et nous avons raté notre rendez-vous. On a dit à un certain moment que le soleil dorme et Inga veille. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc nous n'avons pas tenu, nous, Congolais, Zaïrois, on n'a pas tenu. Très bien. Alors avant de vous donner la parole, je voulais juste rapidement la répartition de ce qu'on a gagné. 1,9 milliard. On est allé dans les priorités. Mais qu'est-ce qu'on tu donneras avant ça, qu'est-ce qui nous a ramené? Qu'est-ce que la RDC a obtenu? Ce qui est intéressant aujourd'hui avec les institutions de Bretton Woods, c'est qu'on a quitté le stade d'appui à la balance de paiement. On alimentait le réserve internationale. Maintenant, les institutions de Bretton Woods viennent financer nos projets. C'est ça ce qui a changé. Et c'est une avancée notable que le gouvernement a pu réussir avec notamment le ministre Fouamba. Très bien. Alors, Eric. Et là, justement, décryptons. Mais ils ont raison l'un et l'autre. Alors, argument contre argument. Après avoir discuté avec les uns et les autres, les partenaires internationaux, les résultats sont ceux-ci. On a eu 600 millions de dollars américains d'appui budgétaire. Approbation, c'est attendu pour fin mai 2025. Donc, c'est encore dans le pipeline. Nous espérons que ça va aboutir. Parce que nous sommes sur la bonne trajectoire. Il y a des préalables. Il y a 250 millions de dollars américains à valider pour le Inga. Vous savez, tout ce que nous faisons est tributaire à l'énergie électrique. Même nos téléspectateurs actuellement, pour avoir un peu de la matière de ce que nous sommes en train de balancer comme argument ici, ils ne peuvent pas en avoir s'ils n'ont pas l'énergie électrique. Donc tout est tributaire à cela. Et puis il y a l'accord de principe pour relancer le processus de rééquilibrage. La rééligibilité de la République démocratique du Congo à d'autres projets qui coûteront 1 milliard de dollars américains. Même si je suis de ceux qui pensent qu'il faut au niveau domestique ici mobiliser des recettes, mais ce n'est pas non plus mauvais, comme avait dit Bonal, c'est d'aller aussi puiser ailleurs. Parce que le travail du ministère des Finances, c'est d'aller chercher l'argent d'un côté, mais aussi de revenir pour savoir où l'affecter, comme le disait l'aîné. Parce que la bonne affectation ferait que l'on puisse faire tourner la machine de la République démocratique du Congo. Et puis, Serge Nseka a bien eu l'ingéniosité d'évoquer le fait qu'il y a un manque de continuation des efforts engagés. Voyez-vous, notre fleuve Congo est une richesse rare. La serpente un peu tout le territoire national. Mais figurez-vous, nous tous ici, on ne le dit pas souvent, mais nous n'avons qu'un seul pont. C'est le pont Maréchal. Et mais partout ailleurs, là, on peut aussi jeter des ponts, peut-être pour assurer les échanges. La réunification de provinces. Pour ne pas aller au niveau du fleuve, prenons un cas patent qui est ici sur notre ville, la ville de Kinshasa. Pour relier la partie est à la partie ouest de la ville de Kinshasa, nous n'avons qu'un seul pont. C'est le pont qui avait eu des problèmes récemment avec la rivière Ndjili. Ça ne va pas, nous avons 65 ans d'âge d'indépendance. Faisons un effort pour pouvoir poursuivre. Ce que Mobutu avait fait, tout n'était pas mauvais. Voyez-vous, Mobutu est venu avec l'Inga 7 ans au pouvoir après. 7 ans juste. Il a pris en 65, en 72, on a eu Inga. Ah mais, qu'est-ce qui avait fait que nous puissions dormir comme ça sans rien faire? Nous autres devrions aussi participer pour aller au loin. Et nous avons beaucoup à faire, mais je crois que tout partira aussi de notre sérieux. Serge Nseka a évoqué quelque chose ici. C'est aussi mauvais que pour les hommes qui passent pour être ceux qui ont occupé des postes d'État, que de pouvoir venir sur la place publique, balancer des phrases du genre, quand X montant tombe, on commence d'abord par se le partager, et puis après on pensera au projet plus tard. Non, ça nous tue. Et ça donne même des arguments à ceux qui pensent que nous ne sommes jamais sérieux de ne pas venir nous aider. Il y a une question de gouvernance qui remonte, et qui est d'ailleurs le critère sine qua non pour bénéficier de tous ces avantages. Est-ce qu'aujourd'hui, la RDC, c'est la question, a fait de grands pas en ce qui concerne la gouvernance? Ouais, je pense que ça se confirme d'ailleurs avec le résultat obtenu par la République à travers le travail effectué par Doudou Fouamba. Il y a des efforts qui sont consentis, mais seulement que nous ne jetons pas suffisamment de projecteurs sur ce qui est bien fait. Est-ce le problème de la presse?
est-ce le problème des autorités? Mais je pense que c'est plutôt nos autorités qui fonctionnent un peu en mode ça juge le service des amis, des cousins, des beaux-frères, et ça s'arrête là, en oubliant qu'il s'agit de la République. Il y a des spécialistes qui peuvent vendre ces pays. Il y a la crème qui est là, le Fossin et tous les autres, des Olenga pour ne pas les citer tous. Il y a des gens qui peuvent faire un travail extraordinaire. Mais nous ne voulons pas vendre, parce que si FMI, ce n'est pas la structure d'à côté, hein. Si vous avez eu l'occasion d'approcher ces gens-là, vous allez respecter ceux qui vont discuter avec eux. Doudou Fwamba, en rentrant comme ça, je ne les connais pas personnellement, mais je me dis, en ramenant ce qu'il a... Déjà, la note, pour moi, ce qui est acquis, c'est d'abord la note que nous avons obtenue. Alors, la République a fait un travail extraordinaire de tous les services du ministère des Finances, y compris les ministres, pour ne pas parler du gouvernement. Mais... Doit-on rester devons-nous rester sur ces succès-là? Non, parce que le besoin reste énorme. Le besoin reste énorme dans le sens que nous sommes épinglés. Au jour d'aujourd'hui, nous parlons du succès des Bretton Woods, des assises des printemps. Mais en réalité, dans le collectif des Congolais, qu'est-ce qu'on pense de la gestion? Tous des voleurs. Et nous avons participé à cette mauvaise réputation, nous, à l'interne. Non pas parce que ce qu'ils disent, c'est faux, mais est-ce qu'il n'y a que ça? Il n'y a pas de gens qui... Aujourd'hui, il y a 2-3 jours, j'ai accompagné la cellule d'infrastructure du ministère des Infrastructures dans le cadre des projets Kinelenda. Mais vous allez à Njili, vous voyez ce qui se passe. On a refait le boulevard Luemba, on est en train de bâtir des stades omnisports, presque un aréna omnisport au niveau de Sainte-Thérèse. À Kisenso, on est en train de faire l'avenue Moulélé et construire le réservoir avec des 7000 mètres cubes pour alimenter. Il y a des efforts, il y a la lutte anti-érosive à Kisenso. Aujourd'hui, les habitants ont l'espoir de rester, de ne pas vendre leur parcelle à $200 et partir. Ils ont l'espoir de rester. Mais qui en parle? Mais s'il s'agit de Congo bashing, que ce soit dans le secteur de l'économie, de la politique, de l'éducation, nous sommes les premiers à nous auto-flageller, à tirer sur l'ambulance qui est de Congo. Moi, je pense qu'on doit changer d'approche. Et d'ailleurs... Doudou Fwamba, par ses efforts et même l'ensemble du gouvernement, on aura aussi un autre projet relatif à la gestion de déchets. Nous disons que Kinshasa est mal propre, sale et tout ça. La production de moustiques, par exemple. Si nous voulons être propres et éloigner de nous le paludisme, nous devons être propres. Et ce programme-là viendra. Et moi, je pense que ça pourra aussi nous aider à pouvoir avancer. Mais la conjugaison des efforts doit plutôt être de partout. Pas seulement au niveau de Doudou Fwamba. Encore faut-il que les autres prennent la relève pour que ça puisse... Encore qu'ils sachent communiquer. Doudou Fwamba doit élargir l'espèce de sa gestion, parce que l'information n'est pas tellement partagée, ne circule pas, et ça laisse place à... Très bien, alors, et puis, voilà. Et nous parlons de gouvernance, c'est notre troisième thématique, nous envoie vers la RDC qui maintient la note B3, avec on parle de perspectives stables. Qu'est-ce que ça représente? Oui, ça représente... On dit qu'on est trop dans de formulation. La note B3. Voilà, de formulation intellectuelle, savante. Mais qu'est-ce que ça représente pour le pays? C'est pas la vitamine. Économique. C'est pas la vitamine de la pharmacie. La pire note qu'on puisse avoir dans ces notations, c'est la note D. Hein, et puis la note triple C, c'est-à-dire qu'on est en cessation de paiement, on est en faillite. Et nous, on est juste devant la note triple C. C'est-à-dire qu'on est juste, on dépasse juste, nous sommes... assez bien. Je vais dire, on a quitté la zone rouge. De refuser, comme on dit à l'université. Oui. Hein, allons-y avec des notations simples. On est excellent, on est moyen, on est assez bien. On a quitté la zone rouge pour les jaunes. La zone rouge pour la zone orange. Donc ça veut dire que... Avec perspective stable. Oui, c'est le commentaire qui s'est fait. Mais moi, je suis en train de dire de manière brute ce que veut dire la note B3. Ouais. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans la zone rouge de pays en faillite qui ont la note triple C. Et on est passé
à une zone où on est encore vulnérable, mais on a des capacités de faire face à nos obligations. Et rebondir. Est-ce qu'il y a de quoi s'en réjouir? Ah ben oui, absolument. Quand on est avec toutes les réformes, tout le prouesse vanté dans ces pays, on a été vulnérable, économique beaucoup plus. Quand on a été vulnérable et que on vous dit aujourd'hui, vous êtes encore vulnérable, mais vous avez des capacités de faire face aux défis, vous ne pouvez que vous réjouir. Ça veut dire que vous avez quitté un stade pour un autre stade, et le stade là, il est supérieur. L'objectif serait plutôt d'atteindre la notation A. Ça doit être ça l'objectif de tout Congolais, de tout gouvernant congolais. La vulnérabilité de la RDC s'explique par quoi? Il y a les chocs extérieurs qui jouent pour beaucoup, mais il y a aussi la gouvernance et il y a aussi cette dépendance aux minerais, aux mines, au seul secteur minier. Nous devons diversifier l'économie, on le dit chaque jour, on le répète, on le ressasse. Serge venait de le dire tout à l'heure. Si on devient une puissance énergétique, mais selon les calculs, moi je me rappelle, j'avais fait un article là-dessus il y a quelques années au potentiel, mais c'est 5 milliards de dollars l'an. On n'a pas besoin de dire qu'on a seulement besoin de mines. Les mines qui vont s'épuiser dans 30 ans, 40 ans. Il faut qu'on ait ça en tête. Imaginez une puissance énergétique qui dessert de l'électricité à plusieurs pays d'Afrique jusqu'en Égypte. Qui viendra l'agresser? Mais personne. Parce que tous les autres bénéficiaires vont dire, ne l'agressez pas. Parce que nous, on ne va pas avoir de l'électricité. Donc si on se fait une puissance... Moi, je pense même que lorsqu'on a des débats sur les changements climatiques, de mon point de vue, les gouvernements devaient dire, ne nous donnez plus rien, allons, investissez dans votre soutien à la RDC, investissez dans l'énergie. Sur la production de l'énergie. La production de l'énergie. Je viens de Chikapa. Ils produisent 1,5 MW. C'est un privé. C'est un privé, ce sont des Belges. 1,5 MW. Mais il y avait de l'électricité à Chikapa. Il n'y a pas de délestage à Chikapa. Il n'y a pas de délestage, mais c'est 1,5 MW. Donc ils sont en train de projeter. Je salue en passant le gouverneur Crispin, maître Crispin Mukendi, un frère, je le salue. Mais ils sont en train de projeter 6 MW. Mais dites-vous déjà, à 1,5, il n'y a pas de délestage. À 6 MW, mais c'est l'industrialisation qui va venir. Et puis ça va donner de l'emploi. C'est le développement. C'est le développement qui va venir à grands pas. Donc je pense qu'il faut penser à des micro-centrales dans des coins reculés. Et moi, je suis rentré par route, des villages éparpillés. Je pense que ça ne nous aide pas beaucoup. Mais ça ne nous aide pas beaucoup, mais des villages isolés comme ça, 4-5 cases, mais comment est-ce qu'on peut mener un projet dans 5 cases? Mais il faut qu'on arrive à regrouper les gens pour qu'ils puissent bénéficier des bienfaits, notamment de l'électricité. Très bien. Que doit faire le gouvernement congolais exactement en termes de programme concis pour remonter la note vers la note A, par exemple, qui n'est pas très loin de la note B3. B2, oui, mais vers là, on va plus loin. Ouais. On projette plus loin. L'espoir est permis dans ce sens que, c'est vrai, il y a l'appui des autres, mais on ne sera pas toujours des éternels à assister. Je suivais dernièrement une interview du maréchal Mobutu qui disait le pays, on ne peut pas aider les Zaïre. Nous avons besoin d'une coopération égale à égale. Donc pour que nous parvenions à cette conclusion de Mobutu, nous devons produire. Ce n'est pas ce que la DGD a produit, la DGI produit qui va développer les pays. Avec ce que nous avons, nous pouvons rien faire. Nous ne pouvons rien faire, étant donné que grimper les échelons. Par le passé, la GECAMINE produisait presque l'essentiel du budget national. La GECAMINE aujourd'hui, avec plus de 1 500 000, presque 2 millions de tonnes, l'an produit quoi? Heureusement qu'il y a eu la révision du code minier qui a permis au Congo aujourd'hui de faire le bon dont Nicolas Kazadi a parlé. Le pays n'a jamais atteint une note satisfaisante de toute l'histoire du pays. Mais disons, ce pays, parlons-en. Depuis l'indépendance, ce pays n'a toujours pas dépendu. C'est-à-dire que pour vous développer, les institutions de Bretton Woods ne sont pas le chemin obligé.
Est-ce que les États-Unis sont passés par là, la France est passée par là, même si après la guerre, il y a eu l'intervention de ces structures-là. Mais je pense qu'il y a plusieurs formules. Aujourd'hui, nous en sommes là parce que nous sommes incapables d'assurer notre propre économie. Mais nous avons quand même connu, gérer. La RDC a quand même nous avons eu l'économie florissante. Nous avons eu le moment où ce pays a été très riche, extrêmement riche, et où Mobutu avait même supprimé les impôts. Au lieu de parler d'impôts, il a parlé de contributions. La contribution, c'est quelque chose de volontaire. C'est-à-dire que pour dire que la santé financière a existé, et la bonne santé, et cette réputation nous avait accompagnés jusqu'à un certain moment, Ali Foreman et tout, combat des siècles. C'était pas de la blague, c'était des millions. Qu'on a défalqué, on s'est permis certaines choses pour la grandeur du Congo, et qu'on ne doit pas regretter. Aujourd'hui, nous devons rentrer dans des secteurs productifs. Produire, que l'État ne s'attende pas seulement que le mining va donner ceci, non. Et promouvoir des gens, de PME. Le président de la République avait fait la promesse de créer des millionnaires, mais à travers quoi? À travers nos structures. Nous sommes responsables des maisons de presse, mais qu'est-ce que nous sommes capables de produire en une année? Ne faudrait-il pas constituer un fonds pour soutenir des industries, mais secteur par secteur? Il y a beaucoup de bonnes intentions, il y a beaucoup de discours là, mais concrètement, il n'y a rien. Commençons par aider le secteur agricole, l'artisanat congolais, et les start-up, les petits PME, et ainsi on va créer une économie réelle qui va régler. Et puisque vous parlez de la production, le gouvernement a pris une autre mesure. Je pense que ça suit un peu la batterie de mesures qui précèdent pour assurer la protection de la production locale, une mesure qui interdit l'importation de certains produits, on en parle, et c'est notre tout dernier sujet, le 4e. On va donner la parole à Bwana Ali, qui est resté silencieux depuis un temps. Commençons par décrypter, savoir quels sont les produits concernés par cette mesure, Bwana Ali. Et ensuite, on va analyser avec vous. Merci Ça pour concerne la zone ouest. Merci pour la parole. Le gouvernement a pris un arrêté ministériel interdisant l'importation de certains produits dans la zone ouest de la République démocratique du Congo, où vous avez les Grands Équateurs, les Grands Bandundu, Kinshasa et le Congo central. Dans ces provinces-là citées, vous ne pouvez pas importer les produits suivants et venir les vendre sur cette partie du marché national. Il s'agit des papiers mouchoirs des poches, il y a des bandes hygiéniques, il y a des papiers essuie-tout, il y a des papiers toilettes. Je m'arrête là. Pourquoi le gouvernement a pris cette mesure? Le gouvernement a jugé bon de dire ceci à la population et aux membres de la Fédération des entreprises du Congo faisant partie du groupe de la Chambre des importateurs. On ne peut pas, au jour d'aujourd'hui, importer des produits pour lesquels nous avons un avantage comparatif. En français facile, ça veut dire tout simplement des produits pour lesquels la production locale a déjà répondu au marché intérieur, c'est-à-dire à la demande. Vous ne pouvez pas aller importer les mêmes produits à l'extérieur et venir les vendre sur les marchés congolais. Non seulement vous tuez l'industrie locale, vous tuez la main-d'œuvre, c'est-à-dire nos compatriotes qui travaillent dans ces unités de production. Demain, les patrons de ces unités vont mettre la clé sous les paillassos et fermer. Nous allons augmenter le chômage au pays. Il faut consommer les Made in Congo et surtout que nous sommes à mesure pour le moment de produire les mêmes produits et de qualité. Entrez dans les supermarchés, dans les différents rayons, vous allez voir des papiers mouchoirs, des papiers hygiéniques qui sont produits au Congo, mais nous les importons, on remplit les rayons. Et les faisant, nous ne contribuons pas à la naissance de notre tissu industriel. Par le passé, le gouvernement a pris la même mesure pour les cigarettes, la même mesure pour les ciments. Il fait une époque où il y a eu le boom immobilier venant,
les gens ont commencé à construire des gratte-ciel, des immeubles. Il y a quand même, mais il n'y avait pas de il y a quand même un autre secteur bienvenu qui devrait attirer l'attention du gouvernement. Un secteur où la contrebande est forte. On parle de l'agriculture. Il y a des Congolais qui produisent de produits agricoles. On voit que nous importons la tomate, nous importons les épices qui peuvent être retrouvées, mais jamais le gouvernement n'a pu taper d'un poing sur la table pour arrêter, comme c'est le cas avec ce que Bonal vient de dire. Pourquoi cette façon de faire? Non, il y a l'offre de tomates locales, l'offre n'est pas suffisante. Faut pas si on fait venir de partout, oui, si on fait venir de toutes les provinces qui produisent. Mais ce qui n'est pas normal, c'est d'importer ce qui est produit localement. Il faut protéger l'industrie, il faut protéger la production locale. Vous pensez que l'offre pour le papier hygiénique à l'interne est importante? Non, elle est vous êtes sûr, papier mouchoir, l'offre à l'interne est importante? Elle est importante. Je pense qu'il y a des usines de fabrication de papier mouchoir à foison. Moi, je pensais plutôt que le gouvernement allait monter au créneau pour notamment interdire et taxer et surtaxer la fabrication de bouteilles en plastique. Moi, je voyais plutôt là. Là, il y a une niche où on peut avoir avoir beaucoup d'argent. Parce que les bouteilles en plastique aujourd'hui, à la base des inondations. Un poison silencieux. À la base des inondations. Ouais. Moi, je vois sous la rivière, le sol. La rivière Kalemou, à la hauteur des scènes de stade du 20 mai, puis du côté de Limité, là, du côté de Saint-Raphaël. Comment les bouteilles flottent, obstruent. C'est incroyable. Et moi, je pense que c'est là qu'il faut frapper. C'est là qu'il faut frapper. Surtaxer les matières d'importation, surtaxer ceux qui produisent... qui en a la tutelle? C'est quel ministère? En principe, ça va être l'industrie. Commerce et puis à l'industrie. Moi, je pense que ce sont eux, ils n'ont qu'à faire leur travail. Et moi, je pense que ce sont des mesures... Bon, c'est pour protéger l'industrie locale, je ne peux pas m'opposer, mais pour moi, ce sont des mesures légères. On pouvait frapper fort. On peut faire mieux, creuser et aller trouver des vrais problèmes. On doit la finir. Mais je voudrais quand même avoir la bonne cartographie. Quand on dit la partie ouest, ça nous fait pratiquement 10 provinces. Hein. Norubangi, Badolite, Sulubangi, Gemena, Mongala, Lisala, Chouapa, Bwende, Mbandaka, l'Équateur, Maïndombe, Inongo, Matadi, Congo central, Kenge, Kwango, Bandundouville, Kwilu, et puis, quel autre? Kinshasa. 10 provinces. Mais vous pensez vraiment qu'il y a la production à la hauteur de la demande, par exemple, dans la Chouapa? Quand vous prenez Befale, Bokungu, Ikela, Djolou, je ne pense pas. Je voudrais, juste comme ça, esquisser une idée. On compte plusieurs millionnaires parmi les Congolais, même s'ils ne sont pas à la hauteur des États-Unis. Mais ils peuvent aussi parfois se regrouper entre eux, ne pas louper l'occasion de créer, par exemple, des entités qui produiraient, ne serait-ce que le travail de la FEC. Par exemple, imaginez, c'est peut-être indécent pour nous, hommes masculins, de pouvoir en parler, mais imaginez que quelqu'un parmi nous, Congolais, là, puisse créer une entreprise qui produirait de bandes hygiéniques pour nos sœurs, nos mamans, nos femmes. Parce qu'il y en a de partout à travers la République. La demande sera toujours là, parce qu'elle ne faiblira pas. Tout le mois. Mais oui, tout le mois d'ailleurs, cette demande. Mais pourquoi ne pas aller, par exemple, dans ce sens-là? Pourquoi ne pas initier des projets comme ça? Je crois que nous devons, nous, de la presse, avons aussi fort à faire que de pouvoir évangéliser notre population, à pouvoir aimer la production made in DRC. Parce que vous avez eu à poser une question ici. J'ai comme l'impression que pour nous, dans le mental collectif, ce qui est bien, c'est ce qui vient chez le voisin, ce qui vient de l'Europe. Alors que, je note par exemple, pour l'habillement, nous qui voulons être bien mis, bien présentés, il y a quand même Okassol. Il a un talent. Attention, on va te facturer. Par exemple, non, je vends comme ça un Congolais qui s'y connaît dans son... Je vous tends la facture après cette émission. Sans problème. Je ramène maintenant la même réalité dans la production de papier mouchoir, etc. Je nous encourage à aller dans ce sens-là. Et d'ailleurs, puisque nous sommes à la fin, la première personne qui prendra la parole pour commenter la caricature, c'est Serge Tseka. Elle s'affiche derrière moi. Elle s'affiche derrière moi. J'avais un mot à placer. Alors, la caricature, s'il vous plaît, Serge va placer son mot, mais je veux voir et avoir la caricature. Elle est là. Voilà, vous faites d'une pierre deux coups. Je ne sais pas comment vous allez vous y prendre.
Soit vous commencez par la caricature et puis vous placez votre petite virgule. Ben parce que la caricature. Je pense que ça se marie, ça corrobore. Je pense que c'est lui qui a fait ce qui se cache. Salutations à Cash. À de l'imagination. J'ai beaucoup de choses à dire. Ben, qui sont ces individus qui disent-ils? C'est qui? C'est Trump? C'est Trump. Trump qui est en face du chef de l'État. Mais tout le derrière, il y a... Tout le problème avec le Congo, c'est l'interface. On dialogue avec qui? Qui représente le Congo? Qui sont derrière les chefs de l'État? En fait, des personnes non identifiables. Encore une fois, on voit des ombres. Encore une fois, un problème de casting. Un problème de casting. Dans la manche qui reste, moi je pense qu'on devait vraiment donner la chance à ceux qui peuvent sauver le Congo, à ceux qui peuvent apporter autre chose au-delà des amitiés, des accointances, des rapprochements. On doit vraiment commencer à penser le Congo. Et tous ces ombres-là qui sont derrière, généralement, ne représentent pas grand-chose en dehors de leurs propres intérêts. Voilà, donc... N'importe qui ne peut pas accompagner le chef pas à ce niveau-là. Aussi sensible que ces deals. Nous engageons l'avenir du pays. Les générations futures. Des générations futures. Voilà, on va vous laisser. J'ai plutôt une lecture de cette écoutez, moi j'ai une lecture. Moi j'ai vu plutôt Fachi qui sourit, le président de la République qui signe avec Trump et qui sourit, et il y a d'autres qui grincent les dents, qui sont contre le fait que le président Tshisekedi était en train de signer cette deal avec les États-Unis. Moi, mon point de vue, il est simple. Si ce deal-là va permettre à ce qu'on ne tue pas mes compatriotes, même si les États-Unis peuvent prendre tout l'or, tous les minéraux que nous avons, ils n'ont qu'à les prendre. Parce qu'aujourd'hui, ils sont en train de les prendre en nous tuant. Et si demain, ceux qui prennent viennent, ils disent, bon, on va prendre sans vous tuer, mieux vaut qu'ils nous prennent sans nous tuer, nous allons nous organiser pour les empêcher à nous tuer. Très bien. Alors moi, j'ai plutôt vu une émission qui touche à sa fin. Merci à vous de l'avoir suivi. La suite, c'est au prochain numéro, avec le même plaisir. Au revoir et à très vite.